Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? Et surtout quand le placer? On en parle avec Thomas Binet. Bonjour à vous. Vous êtes de retour dans le studio de Sud Radio. Au programme aujourd'hui. Vous savez, c'est le printemps qui arrive. Alors pousse les déclarations d'impôts, forcément. Donc je vais vous en parler de la déclaration des biens immobiliers. On terminera d'ailleurs avec Sabine Tellier qui nous parlera des droits de succession. Donc un numéro un peu fiscal. Et entre deux, on va recevoir Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Où en sont les crédits à l'heure actuelle? Exactement. Tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Cette semaine, Thomas, vous nous parlez de la déclaration des biens immobiliers qui était apparue l'an dernier. Oui, absolument. Et je sais que si tout le monde ne s'en souvient pas forcément, l'an dernier, ça a quand même demandé aux 34 millions de propriétaires de déclarer leurs biens immobiliers. Alors cela avait créé d'ailleurs la polémique, car l'administration avait déjà tous les renseignements et de plus, ils avaient dû donner un délai supplémentaire, car ça n'avait pas bien marché. Exactement. Alors cette année, on reprend les mêmes, on recommence? Un peu, mais pas tout à fait quand même, parce que 82% des propriétaires possédant moins de 200 actifs ont déclaré leurs occupants de leur logement, ainsi que, selon le ministère d'ailleurs de l'économie, mais pour 18% restants, soit 6 millions de propriétaires, ils ont jusqu'au 30 juin pour faire ces déclarations. Alors ils encourent des amendes de 150 € par logement pas déclaré ou mal déclaré. Bon, l'administration fait preuve de tolérance encore cette année, paraît-il. Oui, alors si on fait partie de ces propriétaires qui ont déclaré l'an passé, on n'a plus rien à faire ou pas? Vous n'aurez presque plus rien à faire, sauf si des modifications ont eu lieu, à savoir un changement de locataire, un changement de résidence principale ou secondaire. Exactement. Alors pourquoi on doit la faire, cette déclaration? Parce que ça permet à l'administration fiscale de savoir comment vous imposer. Depuis la fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales, il faut les différencier des résidences secondaires qui, elles, sont en revanche taxées. Évidemment, oui, puisque c'est vous qui êtes dedans, justement, c'est la différence. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité. L'invité de la semaine, c'est Julie Bachet. Elle est directrice générale de Vous Financer. C'est un réseau de courtage spécialisé dans le crédit immobilier, créé en 2008, qui compte quand même 150 agences en France et en Outre-mer. Bienvenue à vous, Julie Bachet. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. On va s'intéresser au prix de l'argent avec vous dans un instant, mais avant toute chose, comment se porte votre profession, celle de courtier, dans ces moments perturbés? Parce qu'on a bien vu depuis quelques mois, avec l'augmentation des taux, cette profession, un peu moins celle des banques, bien évidemment, mais quand même malmenée. Où en êtes-vous? Alors, on a été extrêmement touché par la baisse de la distribution des crédits l'année dernière. En revanche, on est dans une période où l'accès au crédit est difficile et donc c'est particulièrement dans ces moments-là qu'il faut faire appel à un courtier puisqu'on va accompagner un client pour obtenir un crédit dans les meilleures conditions et obtenir un crédit tout court, je serais tentée de dire parfois. Donc notre métier est plus que jamais essentiel dans le parcours d'acquisition et d'accession à la propriété. Alors on va en parler dans un instant, mais tout de suite on va parler des taux sur 20 ans qui baissent et sont autour de 3,95 en mars dernier. Est-ce une bonne nouvelle selon vous ? Alors c'est effectivement une bonne nouvelle que les taux baissent puisque ça redonne du pouvoir d'achat aux emprunteurs. Un taux qui baisse, c'est une capacité d'emprunt supérieure. Et puis ça permet aussi aux banques de reconstituer leurs marges et donc de réouvrir plus largement les vannes du crédit en étant même parfois assez agressif dans les propositions commerciales, chose qu'on n'a pas vue depuis au moins 18 mois. Alors je le disais, le printemps est arrivé, même si le temps ne le laisse pas forcément croire. C'est la période aussi durant laquelle on relance ces projets immobiliers. Croyez-vous à un regain d'intérêt, vu le contexte général, à tout point de vue, macroéconomique, économique et aussi les taux d'intérêt, croyez-vous à un regain d'intérêt pour les acheteurs ? Alors on constate pas une euphorie exceptionnelle sur le marché. Pour autant, on sent que ça frémit plus, notamment lié au fait que la communication est beaucoup plus positive sur le sujet. On a entendu toute l'année 2023, il ne faut pas acheter, les banques ne prêtent pas, etc. Et là, les communications reviennent et confirment aux candidats à l'accession, ceux qui ont un projet, que c'est quand même le moment de retourner visiter puisqu'il y a des biens à vendre et des banques qui prêtent. Oui, d'autant plus, pardon Julie Bachet, qu'en 2023, les chiffres n'ont pas été si catastrophiques que ça au niveau des ventes. Alors, au niveau des ventes, non, sur 12 mois glissants, voilà. C'est quand même une baisse. Mais bon. C'est une baisse qui n'est pas complètement neutre. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu moins de crédits. La baisse du nombre de crédits était beaucoup plus importante que la baisse du nombre de ventes, puisque les Français ont beaucoup tapé dans leur épargne pour réaliser leurs achats, beaucoup plus de paiements comptants et une augmentation importante du niveau d'apport pour ceux qui ont eu recours au crédit quand même. Donc, il y a eu
beaucoup de projets qui ne se sont pas faits, qui ont été reportés. Et c'est effectivement le moment, probablement, de retourner, regarder, rencontrer son agent immobilier, son constructeur, son promoteur, et de relancer son projet. Alors, justement, c'est intéressant. On est au printemps, je commençais à le dire tout à l'heure. Les gens vont commencer peut-être à se poser des questions. C'est, faut-il acheter maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu? Est-ce que les taux vont continuer à baisser? Bon. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller sur le sujet? Alors, vous allez peut-être nous dire faut acheter tout de suite, mais objectivement, est-ce que le train de la baisse des taux est engagé? Alors, la baisse des taux est effectivement engagée depuis le début de l'année, même si c'est pas encore flagrant sur les taux d'usure, puisque ceux-ci continuent d'augmenter. Pour autant, les taux baissent. On s'attend à une nouvelle baisse de taux probablement autour du mois de juin, quand la BCE baissera elle aussi ses taux directeurs. Je sais qu'on dit tout le temps, c'est toujours le moment d'acheter. Oui. C'est toujours le moment d'acheter. C'est vrai, on le dit tout le temps. Comment ? C'est vrai, on le dit tout le temps. On le dit tout le temps parce que si on compare avec être locataire ou constituer son patrimoine, finalement, quelle que soit la configuration des taux d'intérêt, ça reste quand même toujours plus intéressant de rembourser un crédit pour être propriétaire d'un actif que de payer à perte un loyer. Pour autant, il y a des moments dans lesquels c'est plus intéressant que d'autres d'acheter. Quand les taux baissent, ça redonne de la capacité d'emprunt. Attention, quand les taux vont vraiment baisser, les négociations sur les biens immobiliers seront moins faciles et donc vous risquez d'acheter un bien potentiellement plus cher. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'on règle un problème et quelque part, le règlement de ce problème en génère probablement un petit peu un autre. Ça ne peut pas jouer sur les deux. C'est comme ça qu'on le constate parce que c'est quand même toujours un sujet d'offre et de demande. Les taux ont été extrêmement bas à un moment donné où les prix immobiliers, eux, étaient très élevés. Pour autant, quand les taux sont bas, ça dynamise quand même plus le marché de l'immobilier puisque beaucoup se disent c'est quand même le moment d'acheter. Je vous ai entendu un instant utiliser le terme de taux d'usure. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, parce que je n'ai pas voulu vous interrompre à ce moment-là, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un taux d'usure? Oui, alors le taux d'usure, c'est le taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Donc c'est le taux maximum, et ce taux maximum est calculé, en fait, le taux d'intérêt auquel prêtent les banques et tous les frais annexes. Donc c'est ce qu'on appelle le TAEG, et ce taux effectif global ne doit pas être supérieur au taux d'usure. Alors aujourd'hui, au 1er avril, il a été valorisé à 6,39% pour les prêts immobiliers à taux fixe sur 20 ans. Est-ce que là aussi, c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle dans le sens où il n'y aura pas de projets qui seront bloqués par ce taux d'usure, contrairement à ce qu'on a connu au premier trimestre 2023, où bon nombre de projets n'ont pas pu se faire, puisque, compte tenu des taux d'intérêt, les banques ne pouvaient pas distribuer un crédit, puisque celui-ci aurait été distribué au-delà de ce taux d'usure qui était bloquant. Donc un certain nombre de mécanismes ont été mis en place l'année dernière pour déverrouiller ces calculs, en tout cas des calculs plus réguliers que d'habitude. Et aujourd'hui, c'est un problème qu'on ne rencontre plus, puisque vous l'avez dit, les taux sont plutôt autour de 4, un peu moins. Donc on est assez large avec un taux d'usure au-delà de 6. Julie Bachet, ceux qui ont fait des crédits l'année dernière en haut de la vague, est-ce qu'ils ont intérêt, dans les mois à venir, à renégocier ? Alors ça va vraiment être du cas par cas. Ce qu'on peut donner comme comme indicateur majeur, c'est il faut qu'il y ait quand même un écart de taux suffisant pour que ça vaille le coup de renégocier. C'est combien à peu près qu'il faut avoir ? Je dirais autour de 1% pour que ça vaille le coup. D'autant plus qu'on dit renégocier un petit peu globalement. Dans la majorité des cas, c'est pas une renégociation avec sa banque, c'est un rachat de crédit par une autre banque. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de nouveaux coûts, des nouveaux frais de dossier, des nouveaux frais de garantie. Donc il faut qu'il y ait un écart suffisamment important pour que ça permette de compenser ces coûts additionnels. Et quand même de gagner de l'argent. Sinon, ça vaut pas la peine de le faire. Merci à vous. Merci à vous. Et je rappelle, Julie Bachet, que vous êtes la directrice générale de Vous Financer. Merci d'être passée dans le studio d'Oser Investir. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. De l'experte ce matin, Thomas, puisqu'on est avec Sabine Tellier, notre consultante en gestion de patrimoine, associée gérante chez Berger et Associés. On va parler avec Sabine de droits de succession, Thomas. Oui, on va même parler d'ailleurs de l'optimisation des droits de succession de son vivant. Sabine, pouvez-vous nous rappeler dans quelle mesure les héritages peuvent être taxés ? Voilà, c'est le sujet du jour. Bonjour. Eh bien, les héritages peuvent être taxés jusqu'à 45% pour les enfants et 60% pour les autres héritiers. Ce que je rappelle aussi, c'est que les droits de succession sont calculés sur le montant de la succession taxable selon un barème progressif. Ce qui veut dire, Sabine, que pour réduire ces droits, l'anticipation devient naturellement essentielle. Alors, quels sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir ? Ce sont les donations, Thomas. Elles sont le meilleur moyen d'y parvenir. Elles permettent de transférer une partie du patrimoine de son vivant. Pour rappel, les parents peuvent faire des dons d'argent, des dons de biens divers également, comme les voitures, les bijoux, les immeubles,
Et chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € par enfant sans droit de donation tous les 15 ans. Et en plus, il existe aujourd'hui un abattement supplémentaire de 31 865 € pour des dons d'argent sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans et que l'enfant, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants soient majeurs. Et il y a des règles à respecter pour ça ? Eh ben, il est important d'avoir toutes ses facultés mentales, évidemment, et ses capacités juridiques. Et puis, il faut faire très attention de respecter toute la part réservataire des héritiers légaux également. Et il y a différents types de donations, Sabine ? Alors, les donations, effectivement, il y a des dons manuels ou des dons, des présents d'usage. Donc, ça se fait lors des anniversaires, des mariages. Ce sont 2 types de dons qui n'existent pas d'acte notarié, donc c'est assez simple, mais la valeur doit être proportionnelle quand même aux moyens du donateur. Et ensuite, on a d'autres dons comme les dons par acte notarié pour des donations immobilières, des dons d'entreprise, des donations entre époux aussi. Et ce que je préconise, c'est les donations partage, car en fait, ça répartit bien les biens entre les héritiers de son vivant, car elle fiche bien la valeur au moment de la donation et pas au moment de la succession. Donc, mais ces dons-là nécessitent forcément l'intervention d'un notaire. Et dernière question, est-ce qu'on peut révoquer une donation ? Alors, normalement, non, c'est irrévocable. Mais en fait, il existe quand même des exceptions, comme par exemple l'arrivée d'un enfant, l'ingratitude du bénéficiaire ou l'inexécution des charges, quand par exemple les bénéficiaires n'entretiennent pas un logement en fait donné. Mais ces annulations, elles sont validées forcément par l'intervention d'un tribunal qui apprécie la situation au cas par cas. Bon, allez, en conclusion, on peut dire quand même que les donations permettent de réduire, Sabine, le patrimoine à transmettre au moment du décès, bénéficiant ainsi d'avantages fiscaux et d'abattements. On est d'accord ? Exactement. Et merci à vous. Et merci à vous, Sabine Tellier. Merci à vous également, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain à 9h30 pour 2 nouveaux numéros. À bientôt. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.